Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce numéro de Théma consacré à l'histoire africaine et à sa jeunesse. Nul n'a le droit d'effacer nos pages de l'histoire d'un peuple, dit-on. Hélas, il est regrettable de constater qu'entre l'histoire, l'Afrique et sa jeunesse, l'histoire a tissé des liens qui ne cessent de se défaire. Alors, dans ce contexte, que doit faire la jeunesse africaine pour s'approprier l'histoire du continent, notamment celle de ces figures emblématiques qui ont façonné jadis le continent? Pour en parler, nous recevons Tiéné Mohamed, journaliste, coordonnateur médias et presse du festival historique du Mandé, Madame Fatoumata Keïta Nyare, sociologue, écrivain, Dr Ko Keïta, secrétaire général du Grand Forum du Mandé, et Amadou Tioulou Diara, historien du droit et des institutions. Messieurs, mesdames, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, je vais faire une entorse à la galanterie. J'aurais dû commencer par Madame Fatoumata, mais je commence par vous, docteur, vous, Amadou Diara. Vous, en tant qu'historien, définissez-nous ce que c'est que l'histoire d'abord. Une petite leçon des choses en somme. Non, l'histoire, merci d'abord Africable pour avoir organisé en fait si vous voulez cet autre mode de pensée, de communication. Je pense que l'histoire, si vous voulez, c'est les faits et les idées en fait qu'une communauté, un ensemble de communautés eh bien, font en un moment donné de leur vie. Alors, qui change et qui peut servir de repère et maintenant qu'on interprète, parce que l'histoire aussi est une question d'interprétation. Voilà, mais en préparant cette émission, on a interrogé beaucoup de jeunes Africains résidant notamment au Mali ou ailleurs, mais la plupart ne comprennent pas, ils pensent que l'histoire des figures africaines est faite de mythes que de réalités. Tenez, vous qui êtes jeune, est-ce que vous partagez ces sentiments ou vous pensez plutôt que l'histoire doit servir de repère à la jeunesse? Mais, ce que vous venez de dire, c'est un sentiment partagé par l'ensemble, la majorité de la jeunesse. En même temps, moi personnellement, je pense que l'histoire doit nous servir de repère. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont reprochées à la jeunesse, partant de nos comportements, dans tout ce que nous faisons, de notre assimilation à la culture occidentale. Donc, faut être plus clair, je pense que l'histoire doit nous servir de repère. Docteur Ko. Très bien. Alors, si vous me le permettez, moi je voudrais apporter quelques éléments. Allez-y. Voilà. La définition de l'histoire, j'en donnerai deux si vous le permettez. La première, elle est la plus banale, certainement la plus naïve. C'est celle qui définit l'histoire comme étant le récit du passé. Étant entendu que dans le passé, il y a eu des événements heureux, malheureux. Des événements, si vous voulez bien, qui ont marqué leur temps et qui méritent justement le vocable historique, parce que très important. Dans le passé, il y a eu aussi des événements anodins qui n'ont eu aucune importance, qui ne méritent pas d'être appelés historiques. Alors, il y a une autre définition, celle de Kizerbo, qui me paraît très intéressante. Kizerbo définit l'histoire comme étant une science humaine qui est à la recherche d'un certain degré de certitude, dite morale ou de probabilité, afin de restituer le passé de l'humanité et de l'expliquer. Alors, il précise que ce n'est pas une science conjecturale, c'est une vraie science. Étant entendu qu'on n'arrive pas véritablement à atteindre cette vérité historique, parce que dans l'élaboration de l'histoire, il y a des facteurs qui pèsent énormément sur le cours même du texte. C'est la force massive justement du subconscient, c'est en fait les pesées de l'environnement, les pesées subtiles de l'environnement. Il y a les préjugés. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la part de la subjectivité dans l'histoire est importante. Il n'y a pas de vérité en tant que telle. Il y a une vérité relative. Et d'ailleurs, comme dans toutes les sciences, la vérité, elle reste toujours relative. Ceci dit, cette histoire, elle doit servir justement aux générations actuelles
qui doivent s'appuyer sur le passé pour se projeter dans l'avenir. Et c'est ce qui est important. Je crois que nous sommes là de plein pied dans le thème. Comment s'approprier l'histoire, justement, à partir d'un certain nombre de repères et bâtir une histoire pour léguer aussi à la postérité quelque chose dont elle soit véritablement fière. Nous, aujourd'hui, nous sommes fiers d'hériter, si vous voulez bien, de nos ascendants, de nos prédécesseurs, quelque chose qu'on magnifie tous les jours. Et d'ailleurs, sur l'ORTM, il y a un spot qui passe tous les jours avant le journal. C'est une véritable leçon d'histoire. Quand on dit terre des grands empires glorieux et de vaillants guerriers, terre de civilisation et de culture, nous sommes là dans une véritable leçon d'histoire. En vérité, ceci n'est pas une fiction poétique, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est un véritable message, un message fort à l'endroit de la jeunesse. Nous devons nous saisir justement de cela pour bâtir à notre tour aussi quelque chose de grandiose que nous pouvons léguer à la postérité. C'est là que nous mériterons véritablement ce que nos ascendants nous ont légué. D'accord. Fatoumata Nare, vous qui êtes sociologue, dites-nous, est-ce que cette méconnaissance de l'histoire africaine par sa jeunesse a une explication sociologique? Bien sûr, parce qu'il est important de savoir aujourd'hui qu'est-ce que les jeunes, la jeunesse sait de l'histoire, qu'est-ce que les jeunes savent de l'histoire. Lorsqu'on parle aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelques éléments qui sont enseignés de façon sommaire dans les écoles, mais aujourd'hui, les grandes figures de l'histoire, quand on parle de Kamadjan, Kambara, de Sibi, qu'est-ce que les jeunes en savent? Quand on parle de Firoun, qu'est-ce qu'ils en savent? C'est-à-dire le problème aujourd'hui, c'est de voir quel est l'état des lieux. Cette jeunesse d'hier, elle n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Il faut reconnaître que l'Afrique, aujourd'hui, est un continent qui est partagé entre modernité et histoire. Ça veut dire que l'Afrique des anciens cohabite aujourd'hui avec l'Afrique des jeunes qui sont sous les influences extérieures grâce aux nouvelles communications. Donc, il est important qu'on fasse un travail de mémoire, qu'on cherche des canaux de diffusion pour que les jeunes soient vraiment informés de ce que fut leur pays, de ce que fut leur figure emblématique pour pouvoir s'en inspirer. C'est important. Docteur Amadou Diarra, aujourd'hui, quand on voit que l'Afrique a bâti des grands empires, on peut parler des pharaons, on peut parler de l'Afrique de l'Ouest, Soundiata Keita, mais comment expliquer que tous ces empires-là se sont effondrés et que la relève, plusieurs centaines, plusieurs milliers d'années après, on n'arrive pas à être à la hauteur de ce que furent nos ancêtres? Est-ce que cela ne tient pas plus du mythe que de réalité? Non, peut-être pas du mythe, parce que d'abord le concept d'appropriation, parce que quand on veut s'approprier, c'est qu'on revendique. On revendique. Parce que pour s'approprier un héros, pour s'approprier par exemple revendiquer Samori ou Sunyata, ça veut dire qu'on le revendique. On le revendique parce que nous revendiquons notre passé traditionnel. Nous voulons les faire revivre. Mais quand on veut les faire revivre, est-ce qu'on veut en fait les considérer comme source d'inspiration? Est-ce qu'ils vont être des guides? Ou bien on les intègre dans notre mode de gouvernance? Parce que la question, c'est cela. Est-ce que vraiment c'est des instruments de gouvernance qu'on peut utiliser? Par exemple, quand on prend la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, il y a une bonne place pour, en tout cas, nos traditions culturelles. Mais malheureusement, les États s'en écartent. Et il suffit simplement de voir. Il y a beaucoup de choses qu'on attribue aux jeunes, mais ils ne sont pas fautifs, parce que les réformes des programmes affaiblissent les jeunes. Les réformes. Quand on réforme un programme d'enseignement, les jeunes aujourd'hui, on les charge. Mais en vérité, les réformes peuvent effectivement affaiblir les générations intellectuellement. Et par exemple, moi j'ai un cours... Mais est-ce qu'il n'est pas de votre rôle, vous, historien, de faire des plaidoyers dans ce sens-là, oui, auprès des dirigeants africains? Parce que le politique, malheureusement, il arrive souvent que, en fait, les États qui formulent les programmes
n'écoute pas, si vous voulez, les enseignants. Cela peut arriver parce que les États subissent en fait les financements internationaux et qui ont d'autres objectifs que en fait les objectifs nationaux vraiment des leaders nationaux. La question de fond est là. Sinon aujourd'hui il est important et on va voir dans la phase de proposition le festival et tout ce qui va venir pour rétablir l'histoire et pour mettre une jeunesse en confiance, pour que la jeunesse, effectivement, et puis quand on revendique, ce n'est pas tous les leaders qu'on revendique. C'est les bons leaders, les bons héros qu'on revendique. Généralement, les gens vous parlent de Kankou Moussa, c'est leur fierté. Mais non, Kankou Moussa, effectivement, du point de vue économique, il a causé plus de dommages. Ah oui, à notre pays, qu'aucun chef ne l'a fait. Parce que 4 tonnes, 800 kilos d'or, les gens disent oui, il y a ceci, il y a cela, mais en fait, sur le plan économique, mais regardez un peu l'Égypte, si vous allez en Égypte, 4 millénaires, vous y rencontrez des pyramides. Mais nous, les archéologues, mais ils font souvent de gros efforts pour trouver les traces de certains sites. Alors que nous aurions pu, avec cette formidable masse critique d'or, on aurait pu faire autre chose que d'aller l'offrir à des gens à l'extérieur. Sur un terrain économique, je ne partage pas la vision des gens qui pensent que, en fait, Kankou Moussa a été... Non, je ne suis pas d'accord. Sur un terrain économique, je ne suis pas d'accord. Mais il a quand même contribué à la construction de la mosquée d'Ingarebe. Oui, d'accord, je suis d'accord avec ça. Mais en fait, on aurait pu faire autre chose. On aurait pu avoir... Parce que si vous prenez, vous allez en Égypte, mais tout le monde sait, là où les pyramides sont bâties, c'est à milieu des rochers. Comment on les a transportés, il ne faut pas être là-bas. Ce n'est pas souhaitable d'y être. Hein? Ah oui, parce qu'on les a là où il y a les pyramides. Vous savez, souvent avec des briques de 4 tonnes. Hein, de 4 tonnes. Alors maintenant, comment est-ce qu'on a fait venir ça? Alors qu'il n'y avait pas de moyens modernes. Je ne vais pas dire que Kankou Moussa devrait vraiment les construire avec l'esclavage, mais au moins il y avait les moyens financiers de le faire. De le faire, parce qu'il y avait des banques traditionnelles aussi. Nous avons connu des banques traditionnelles. Oui, allez-y. Donc je disais que je partage le même point de vue que M. Diarra, parce que cela pose la question essentielle, à savoir qu'est-ce qu'il faut enseigner aux jeunes par rapport à l'histoire. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Qu'est-ce qu'il faut ne pas leur dire? Quoi enseigner? Quoi laisser? Les questions de résistance des jeunes face à l'histoire, c'est peut-être qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce qui est dit, n'est-ce pas? Quand nous prenons ce qu'on nous enseigne à l'école par rapport à l'histoire de Babemba ou Sundiata, c'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui on a besoin d'écouter le fait qu'il y a un homme qui est parti arracher un arbre avec une main, ou d'écouter que son ancêtre s'est donné la mort plutôt que la honte? Nous sommes une jeunesse qui se trouve aujourd'hui au cœur des défis. Nous avons envie de nous battre, nous avons envie qu'on nous donne des discours, qu'on nous enseigne des discours vraiment, qui nous donnent la force de faire face aux défis et aux enjeux du monde. Et donc, des discours qui ont trait au défaitisme, nous n'avons pas besoin de ça. Donc, cela pose la question essentielle à savoir, lorsque même nous parlons de l'histoire et des références par rapport à l'histoire, qu'est-ce qu'il faut enseigner? Qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes pour pouvoir vraiment leur donner le cœur, les booster pour un développement, pour vraiment leur développement personnel déjà, et pour le développement du pays, pour contribuer à cela, c'est important. Voilà. Docteur Kokeita, vous êtes secrétaire général du Grand Forum du Mandé. Hein. Quand on parle du Mandé, c'est quand même un centre historique. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, pour promouvoir l'histoire du Mali, par exemple? Alors, promouvoir l'histoire du Mali... auprès de la jeunesse. Très bien. Alors, nous n'avons pas de recette particulière ou de recette miracle en la matière. Ce que nous faisons, c'est justement d'enseigner l'histoire, pas par dogmatisme, mais de façon scientifique, de façon critique. L'histoire, elle n'est utile véritablement que lorsqu'elle est critique. Il faut avoir le courage de critiquer, si vous voulez bien, ce qui est bon, de dire ce qui est bon et ce qui ne l'est pas.
On ne peut pas dire que dans notre passé, tout est glorieux, tout est bon, et que tout baignait aussi dans l'huile. En vérité, nous avons besoin de former une jeunesse qui puisse s'assumer. C'est pourquoi je faisais référence justement à ce spot qui est une sorte d'invite à lever un défi. Vous avez posé la question de savoir pourquoi on n'arrive pas à créer encore de grands empires comme nos prédécesseurs l'ont fait. Les contextes ne sont pas les mêmes. Ça, il faut en convenir. Et même, mais peut-on être descendant d'un grand conquérant et ne pas suivre ses traces? Très bien. Question intéressante. En fait, ça se mérite. Aujourd'hui, nous sommes tous, autant que nous sommes, fiers d'appartenir à la lignée d'un de ces grands guerriers, à tort ou à raison. Et certains, d'ailleurs, avec quelques grains de vanité, disent, moi je suis descendant de Sundiata, je suis descendant de Tiramagan, je suis descendant de Ngolo Diarra. Mais en vérité, je dis à tort ou à raison. À tort, parce que on n'a pas toujours les mêmes valeurs que ces ascendants ont portées. Et eux, ils seraient bien fiers aussi de savoir que leurs descendants, si vous voulez bien, sont porteurs de valeurs qu'ils ont incarnées. Mais ils seront tout honteux, ou même maudiront leurs descendants, justement, qui jetteront l'opprobre sur, si vous voulez bien, leur lignée. Donc ça se mérite, ça aussi, voyez-vous. Donc nous devons nous reconnaître dans les valeurs de nos ascendants, les mettre en œuvre et pouvoir les léguer à la postérité. Alors, c'est ce qui nous permettra, nous aussi, de rentrer dans l'histoire, parce que chacun élabore son histoire, chacun doit bâtir son histoire, voyez-vous. Donc, il ne faut pas attendre que d'autres le fassent à notre place, voyez-vous. Donc, au niveau du Mandé, à l'occasion de ce festival, nous allons organiser des conférences. Au cours de ces conférences, nous allons essayer d'enseigner quelques leçons d'histoire. Mais il faut en convenir, ce n'est pas chose aisée. Quand on sait que l'histoire africaine, elle est élaborée, elle est faite différemment. On dit que nous marchons sur notre passé enfui. Et que l'histoire de l'Afrique baigne, du moins se noie totalement dans la légende. Vous allez, pour un même fait, avoir plusieurs versions. Voyez-vous, les versions, elles sont souvent contradictoires. Et c'est ce qui pose le problème. C'est la tâche ardue de l'historien, voyez-vous. À partir de ces informations contradictoires, de ces versions parfois contradictoires, tendre vers la vérité historique. C'est ce qui n'est pas chose facile. Alors, nous allons tenter de le faire justement lors de ce festival. D'accord. Tienez, Mohamed, qu'est-ce qu'on peut enseigner à la jeunesse comme repère tiré de son histoire? Puisqu'il est question de nous, donc des jeunes, moi je suis très heureux donc, de me retrouver dans une salle de classe parce que je suis en train d'apprendre. Je voudrais dire merci à M. Diarra, à Mme Fatoumata de dire que ce n'est pas nécessairement la faute de la jeunesse si nous ne nous approprions pas aujourd'hui de l'histoire de l'Afrique, de notre histoire. Prenons le cas de Sundiata, quand on voit un paralytique qui s'élève, qui arrache même un baobab, même si c'est un mythe, est-ce que ce n'est pas pour inciter les défaitistes à se dire non, on peut malgré notre handicap? Oui, mais on n'a pas au-delà de ce qui est mythe, on n'a pas véritablement, si je veux prendre l'Afrique en général, on n'a pas véritablement d'handicap en la matière. Nous sommes un peuple intelligent, nous sommes doués de raison, nous pouvons faire de grandes choses comme tous les peuples d'ailleurs. Vous savez, avant de venir sur ce plateau, moi j'ai beaucoup revisité Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, qui est parti d'abord de l'enracinement avant de faire une ouverture sur l'extérieur. Et nous les jeunes d'aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas notre faute. Parce que nous naissons, nous sommes éduqués, et ensuite, nous prenons une voie qui nous amènerait éventuellement vers le développement. Nos parents, tout de suite, est-ce qu'ils nous apprennent à parler la langue maternelle? Parce que l'enracinement, c'est d'abord ça. Nous n'apprenons pas la langue maternelle. Donc, si vous n'apprenez pas votre langue maternelle, il est évident que vous avez déjà perdu la base de l'histoire. Revenons à ce que le professeur disait tout à l'heure quant à l'enseignement de l'histoire.
Malheureusement, nos professeurs ne viennent pas très souvent dans les salles de classe, dans les amphithéâtres, nous donner les cours. Nous imprimons les cours, nous retrouvons les professeurs à quelques heures des examens. Donc, lorsque l'histoire est donnée de façon théorique et qu'on ne nous emmène pas à la découverte de la pratique, vous savez, il y a une semaine seulement que moi j'ai découvert Kirina. J'étais tout petit, en 95-96, j'étudiais encore la bataille de Kirina en classe de CM2. Je découvre Kirina il y a à peine une semaine. J'étais impressionné. Alors la question que je me suis posée, c'est pourquoi n'organisons-t-on pas très souvent des excursions à l'extérieur, même du pays où vous vous trouvez? Nous sommes en Afrique de l'Ouest, nous sommes dans le Mandé. Pourquoi on ne demanderait pas à des élèves de Côte d'Ivoire, avec une subvention de l'État, parce que si vous demandez à nos parents de payer, ça ne va pas être possible, avec une subvention de l'État ou sur le budget de l'université, sortir un groupe, venir rencontrer ces griots qui détiennent encore, si vous voulez, les faits de ce qui s'est passé dans ces villages-là. Donc, ce n'est pas la faute à la jeunesse. Ils l'ont dit, je suis très très heureux de l'apprendre et de l'entendre. Donc, je souhaiterais éventuellement qu'il y ait une vulgarisation de l'histoire, de l'enseignement de l'histoire, que ce soit à la télévision, à la radio, que ce soit des producteurs extérieurs, qu'on fasse vraiment de grandes productions pour permettre à la jeunesse de découvrir de plus en plus ces héros, ces Soundiata Keïta et autres qu'on connaît. Mais il y a des gens qui ont marqué l'histoire de l'Afrique qu'on ne connaît pas et qu'on pourra éventuellement découvrir. Fatoumata Keïta, est-ce que la tradition orale n'a pas causé une entorse à la transmission exacte des faits historiques, par exemple? Faute d'écriture, souvent. Bon, Docteur Kohl a soulevé sur un même fait, il y a plusieurs versions. Oui, oui. Et je pense que ça peut être aussi un fort. Lorsqu'il y a beaucoup de versions et qu'on arrive à recouper, ça veut dire qu'une personne qui rapporte peut oublier une partie et une autre en emporte cette partie. Je laisse de toute façon le soin à l'historien de répondre à cette question. Mais je veux dire ceci. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui ne se pose plus la question, à savoir si elle est en train de déprécier sa culture, son histoire locale au profit d'une histoire plus universelle, celle d'une culture plus occidentale. C'est pourquoi il est important aujourd'hui de créer des laboratoires de conscience qui arrivent vraiment à répertorier ce qu'il y a de meilleur à enseigner. Et à partir de là, je pense que l'enseignement, les programmes, les contenus des enseignements au niveau soit du lycée ou bien de l'enseignement supérieur doit être revu, parce que à des jeunes qui apprennent dans une langue de blanc, qui apprennent un enseignement de blanc dans une langue de blanc, on ne peut pas leur reprocher effectivement qu'ils ne savent pas leur culture. Il n'y a aucune façon pour eux de le savoir. Ils ne peuvent pas le savoir en dormant pendant un rêve. Donc il faudra leur enseigner. Comme le disait le professeur Doulaye Konaté l'autre jour, il est important que ceux qui savent enseignent à ceux qui ne savent pas. Et ceux qui ne savent pas peuvent aujourd'hui reprocher à ceux-là qui savent de ne pas du tout, de ne pas leur avoir enseigné ça. C'est pourquoi, et Tchikendia Fakouli, il le disait, Doulaye Konaté, le professeur Doulaye Konaté, qu'il y a des jeunes qui sont venus chez lui et qui lui ont dit de l'histoire de Soundiata, ce que nous savons, c'est ce que Tchikendia Fakouli a chanté dans sa chanson. C'est vraiment terrible pour un pays qui veut vraiment porter au haut la mémoire de son peuple, la mémoire de ses figures emblématiques pour en faire une référence. Voilà. Docteur Keïta, oui. Est-ce que la tradition orale n'a pas causé une entorse à la transmission exacte des faits historiques? Très bien. En Afrique? En fait, la tradition orale embellit véritablement les faits. Et cela est extrêmement dangereux. Il y a comme une tendance à la sacralisation, à la vénération de ces personnalités illustres de l'histoire, au point que les descendants pense qu'ils n'ont pas de défauts. Absolument. Alors, des êtres absolument parfaits. Et les descendants estiment finalement que tout est fait et qu'il n'y a plus rien à faire, et ce qui est extrêmement dangereux. Or, l'histoire doit permettre justement à ces jeunes de puiser justement dans ce passé,
de pouvoir créer, de pouvoir innover, de pouvoir inventer et se projeter dans l'avenir. Alors, il ne s'agit pas parfois de nous endormir, si vous voulez bien, avec des discours turiféraires ou souvent laudatifs quand ils commencent justement à faire l'éloge ou les louanges des gens. Alors, on endort carrément, si vous voulez bien, la jeunesse. Or, la mission doit consister, ces traditionalistes, ils doivent avoir aussi le courage, je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, mais on doit revoir la méthode. Pour rebondir sur la question du camarade, alors la méthode d'enseignement de l'histoire. Voyez-vous, nous sommes dans un pays où l'intellect est sacrifié. En tout cas, on accorde très peu d'importance à l'intellect, à l'école. Alors, le souci est ailleurs. La préoccupation des dirigeants, ça, je regrette de le dire, est ailleurs. Or, il n'y a pas de développement véritable sans investissement intellectuel. Et tant que nous n'investirons pas justement dans la formation de notre jeunesse, nous resterons à la traîne. Et c'est pourquoi, moi je dis, il faut véritablement une politique audacieuse. Il faut que l'État ait le courage d'investir à hauteur de souhait dans la formation de sa jeunesse, dans la formation des cadres, pour espérer au moins s'engager dans le processus du développement. On ne va pas les citer, mais on a vu sur le continent africain des chefs d'État qui ont des formations d'historiens. Mais pourquoi ne sont-ils pas arrivés, par exemple, on ne va pas les citer, mais peut-être pourquoi ne sont-ils pas arrivés à faire apprécier cette histoire-là par la jeunesse? Parce qu'ils sont devenus finalement des hommes politiques et des historiens. Alors, je reprends la question. Ils sont nombreux. Et si vous ne donnez pas de nom, moi je peux me permettre d'en donner. Allez-y. Très bien. Alors, nous avons eu ici un célèbre historien, président de la République, qui aurait pu effectivement doter ce pays. Quand vous dites ici, au Mali. Au Mali. Okay. Alors, faut-il dire encore davantage le nom? Vous le savez, un célèbre historien. Alors, qui reconnaît que, en fait, au tableau de son bilan, la page sombre, c'est justement l'école. L'école ne s'est jamais portée aussi mal que pendant justement ces 2 mandats. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on pense dans les amphithéâtres, on ne le pense certainement pas dans les palais. Voyez-vous, le souci est tout autre. Alors, il faut espérer certainement... Mais quand on connaît le parcours de ces chefs d'État qui ont eu des formations d'historiens, ils ont enseigné eux aussi pendant longtemps avant de devenir chefs d'État. Mais pourquoi est-ce qu'il va falloir leur dire ce qu'il faut faire? Alors, monsieur, on pense tout autrement dans un palais que dans une chaumière, hein. Voyez-vous, quand la situation change, alors la mentalité change. Moi, j'aurais souhaité que ce soit un principe politique que de consacrer à la formation une part considérable des ressources nationales pour assurer un véritable développement économique. Et ça passe par là. Alors, il ne s'agit pas seulement de l'histoire, il s'agit de toutes les disciplines. Alors, c'est à ce prix, et seulement à ce prix, que nous pouvons espérer nous développer. Oui, Amadou Diarra, il va falloir que les jeunes prennent le pouvoir pour changer cette donne? Bon, c'est pas ça, parce que la jeunesse, en tant que telle, on ne peut pas la considérer comme un élément en dehors de la société. Et c'est pour cette raison que je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que les jeunes doivent s'organiser de façon autonome. Parce que les jeunes doivent avoir des repères. Et il y a des repères dans ce pays, malgré tout ce qu'on dit. Parce que le repère n'est pas celui qui est riche. Le repère, c'est un problème d'autorité morale et d'intégrité. Nous en avons suffisamment dans ce pays. Il a cité le cas du professeur Doulaye Konaté. Bon, mais si les jeunes vous voulez avoir des repères, le problème c'est de savoir quand est-ce qu'il y a eu la rupture. La rupture, parce que ce diagnostic, c'est nous qui devons le faire pour les jeunes. La rupture et les remèdes. Peut-être pas dans les programmes d'enseignement. Ce que vous êtes en train de réussir à Sibi,
c'est un exploit, un véritable exploit, parce que ça nous permet de regarder en arrière un peu. C'est intéressant. J'ai l'impression que c'est une université d'été, même si on ne veut pas l'appeler comme ça. La vérité, c'est ça, parce que ça nous permet de regarder un peu dans notre passé. Maintenant, les instruments qui en sortent, il faudra les mettre à la disposition de notre jeunesse. Mais comment mettre à la disposition de la jeunesse? C'est de manière organisée. Il faut organiser ça parce que un flambeau, quand une nation veut transmettre un flambeau à sa jeune génération, il faut l'organiser aussi. C'est-à-dire comment l'organiser. Nous ne serons jamais Soumyata Keïta, nous ne serons jamais Bambemba, nous ne serons jamais en fait Tcheba, mais c'est des valeurs qu'ils ont incarnées. Bon, nous sommes républicains aujourd'hui. Les valeurs qu'ils ont incarnées, on ne peut pas les faire revivre aujourd'hui à 100%, c'est pas possible. Nous devons voir dans quelle mesure les valeurs d'intégrité peuvent effectivement être mises en valeur dans le cadre d'un esprit républicain. Parce que c'est ça le problème de la gouvernance. Tcheba intègre, Babemba intègre ou Samori. Bon, mais parce que le problème d'intégrité, on ne peut pas le poser aussi dans l'absolu. L'intégrité d'une époque médiévale est différente de l'intégrité d'une époque républicaine. Il faut qu'on soit d'accord parce qu'ils n'ont pas connu le présenteur de l'impérialisme. Nous connaissons. Les programmes, vous les étoffez, les programmes agraires, les programmes scolaires, mais quelque part on vous finance, on vous dit non, c'est pas comme ça qu'on veut. Bon, une nation, pour qu'elle résiste, il doit être autonome. Oui, il doit être autonome et être soutenu. Mais malheureusement, les querelles partisanes font que, au lieu de s'entendre sur l'essentiel, on fragilise l'autre à l'effet d'accéder au pouvoir simplement. Et c'est ce qui explique vraiment les retards chez nous. Il a dit tout à l'heure, nous avons eu un historien, mais en fait, la volonté de réaffirmer notre africanité, je ne suis pas de l'ADEMA, mais aujourd'hui on le sent quand même dans la rue, avec quelques monuments historiques. C'est ça aussi, ramener l'histoire dans le présent. Il faut qu'on soit d'accord avec ça, même si je ne partage pas en fait l'entièreté du programme du président Konaré, mais il y a quand même quelques indices dans la cité qui nous permettent effectivement de dire ah ouais, nous étions comme ça hier. Ah ouais, nous étions comme ça à telle année. C'est ça aussi. Maintenant, il est toujours possible de rectifier, il est toujours possible de faire un bond. Voilà. Tiennet, est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine, est-ce qu'elle va vers la source pour s'imprégner de son histoire? On a tendance à voir les jeunes quand ils sont dans un cyber, c'est autre chose que de chercher à se connaître. Ben oui, c'est un peu difficile, hein, parce que quoi qu'on dise, la jeunesse aujourd'hui, on a un problème, un véritable problème de repère. Et c'est ce que je disais d'entre deux jeux, que tout est parti de la base. Vous savez, moi j'étais dans un taxi hier, le monsieur me dit « Ah, ben, j'ai fait la Côte d'Ivoire ». Et moi je lui dis « Ah oui, je suis Sénoufo de Korogo ». Et le monsieur il me dit « Vous parlez Sénoufo ?» Je lui dis « Non ». Alors, parce que je n'ai pas appris ma langue maternelle. Et aujourd'hui, la jeunesse, en général, lorsqu'on se retrouve dans un cyber, vous avez raison, effectivement, on cherche autre chose que de chercher à savoir qui était Samori Touré, qui était Babemba ou autres héros à qui nous nous référons aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que je pense que ces héros, vous l'avez dit, ces héros ont certainement ils ont des bons côtés, ils ont de mauvais côtés. Nous devrons nous référer à ce qu'ils ont fait de bon, je dis bien de bon, dans leur histoire. Parce que quand vous prenez Soumagoro Kanté, c'était un guerrier. Mais on ne va pas se référer à Soumagoro Kanté parce qu'il a mené de grands combats. Il faut se référer à Soumagoro Kanté par rapport à un exemple, la Constitution du Mandé. Quand vous regardez le contenu de la Constitution du Mandé, on se rend compte tout de suite que l'Afrique était déjà en avance par rapport aux droits humains. Donc on peut se référer à ça, par exemple, pour dire que malgré tout ce que les gens disent, malgré tout ce qu'on pense de l'Africain, nous étions déjà en avance par rapport à tout ce qui a trait aux droits humains, par rapport à ce qui a trait aux droits des femmes. Donc si on se réfère au bon côté de ce qu'a fait ou de ce qu'ont fait ces héros, je pense sans doute qu'on pourrait
faire développer notre continent. Et Fatoumata Keïta, quand on décrit l'histoire des conquérants, des guerriers africains, la plupart sont des hommes. Est-ce qu'aujourd'hui, il est facile de transmettre l'histoire à un garçon de la même manière qu'à une fille? Alors, peut-être qu'il va falloir demander les communicateurs traditionnels par rapport à ça. Mais je suis, comme je le dis souvent, je suis une femme qui se trouve entre deux légendes, c'est-à-dire la légende de Keïta, la légende de Niaré. À ce que je sache, en tout cas dans ma famille conjugale, tout ce qui est référent par rapport à l'histoire et par rapport aux compétences des Niaré se transmettent en même temps aux filles qu'aux garçons et de la même façon. Je ne sais pas, je ne peux pas témoigner pour d'autres cas, mais je pense que par rapport au Mandé, moi je suis issue du Mandé, et j'ai fait remonter ma généalogie jusqu'à un certain nombre de générations. Et ce qui a été très frappant pour moi, et que j'ai demandé à mon grand-père auprès de qui j'ai recueilli des données, et au griot de la famille, c'est que dans la généalogie, les filles n'avaient pas leur nom. On citait seulement les garçons. Un tel, comment il a eu 3 garçons, tel, comment a eu 3 garçons. Et souvent, j'ai demandé, et les filles? Parce que les filles partent ailleurs. Et quand elles partent ailleurs, elles donnent naissance à des enfants peut-être qui ne sont plus du même nom de famille, qui ne partagent plus le même patronyme. Je ne sais pas. Mais si les choses se sont retracées comme ça et qu'on a retenu que le nom des garçons, c'est que du point de vue, je ne sais pas, transfert de l'histoire ou bien des compétences d'une famille par rapport aux éléments de la famille, je pense que ça s'est fait de façon patriarcale. On l'a fait au niveau des garçons et non au niveau des filles. D'accord. Il nous reste, rapidement, en 30 secondes, parce qu'il nous reste 5 minutes pour des recommandations. Compléter ma soeur. Alors, nous sommes tous de la même culture. Dans la société mandingue, la lignée se perpétue en ligne masculine. C'est pour ça que vous n'entendrez pas parler de femmes dans votre généalogie, étant entendu que la femme, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, n'est pas pour autant effacée dans cette société. Elle est importante. Elle est d'autant plus importante que dans la structuration même de la société, les Gwa constituent, si vous voulez bien, les descendants d'une seule et même femme. Voyez-vous, ça donne l'importance de la femme dans notre société. Et dans la société mandingue, c'est le prénom de la maman qui accompagne le nom de l'enfant. Voyez-vous. Alors, ce n'est pas le prénom du papa qui accompagne le prénom de l'enfant. Mais attention, M. Keïta, parce que là, moi, j'ai toujours discuté ce point de vue, parce que s'il y a 12 Nanyuma dans la famille, il faudrait que le même homme, il a 3 femmes. Oui. Et ces 3 femmes ont chacune une Nanyuma. Il faudrait bien qu'on les différencie grâce au nom de leur mère. Non. Bon. Non. Je Cela pense que arrive ça aussi, même dans le village. Parce que aussi. c'est souvent les mêmes prénoms qui reviennent. Oui. Et on fait la différenciation. Parlant des exploits, l'Afrique a connu également des reines fertilité. Tout naturellement. Mais l'Éthiopie. Voilà. Quelle est leur place aujourd'hui dans la transmission des faits de gloire pour la jeune fille africaine? Bon, disons que ça c'est une question on parle toujours de civilisation. Des hommes. Alors, dans la civilisation à Caen, la femme joue un rôle plus important qu'elle ne le joue dans la société mandingue. Voyez-vous, nous ne sommes plus sur le même registre, nous ne sommes plus dans le même contexte. Voyez-vous. Alors, dans notre société, je dis le rôle de la femme, il n'est pas anodin, il n'est pas moins important, voyez-vous. Alors, parce que votre question, est-ce qu'on peut enseigner l'histoire de la même façon à un jeune garçon qu'à une jeune fille? Et étant donné que ces figures-là sont pour la plupart des hommes. Très bien, mais derrière ces illustres hommes, il y avait toujours des femmes qui étaient là et qui ont joué des rôles certainement discrets, mais très importants. D'accord, il nous reste 4 minutes avant de terminer cette émission, 1 minute à chacun pour proposer des pistes et des solutions. Je commence par vous, Madame Fatoumata Keïta. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la jeunesse africaine s'approprie son histoire? Je remercie déjà Africable de m'avoir invité sur ce plateau.
Je pense que des festivals comme le festival historique de Sibi sont à multiplier. Il est important que dans chaque ère culturelle, que ce soit... Je rappelle qu'il y aura lieu du 22, 23, 24 octobre. Voilà, à Sibi, que dans chaque ère culturelle, que ce soit le Manding, que ce soit chez les Sénéfou, chez les Songoï, il est important aujourd'hui d'initier des choses comme ça pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut tirer de toutes ces œuvres-là et en faire quelque chose de périn. Donc, moi, je félicite déjà les organisateurs du festival de Sibi. Hein. Je partage le principe avec eux de participer à ces festivals. Et j'espère bien que ça va être quelque chose de périn et que Tchikendia aura la force de le porter très longtemps et qu'il y aura d'autres festivals pour multiplier vraiment des canaux de diffusion des différentes cultures de nos pays. D'accord. Docteur Koketa. Très bien. En une minute. En une minute, je vais essayer. Merci à Africa de nous accepter sur ce plateau. Merci également aux sages du Manding qui nous ont inspiré la création du grand forum du Manding Boloba. C'est l'occasion justement de les remercier. Merci également à Tchikendia Fakoli qui nous donne l'occasion de nous exprimer. Parce que, je le disais l'autre jour, si eux, ils n'avaient pas fait ce festival, c'est nous qui devrions le faire. Donc, nous sommes là, si vous voulez bien, de plein pied dans le cadre même des activités du Grand Forum du Mandé. Donc, tous mes remerciements aux organisateurs du festival et qui nous permet de faire rayonner davantage le Mandé, de faire parler du Mandé aux 4 coins de la planète. Et là, c'est très important pour nous. Amadou Diarra. Oui, moi je remercie Tichen, Diafa Koli, les organisateurs, mais je remercie principalement le professeur Doulaye Konaté. Il a voulu me faire honneur et j'espère que je ne l'ai pas déçu en tant qu'historien du droit. Mais ce que je propose, c'est que ces travaux, normalement, nous devrons faire bénéficier la faculté d'histoire et de géographie. Pour moi, elle est la plus importante des lieux de savoir, les historiens. Je ne suis pas un historien événementiel parce que je suis juriste, mais j'avoue, si on veut connaître ma discipline, on fait l'histoire du droit. Si on veut connaître, il y a même l'histoire de la médecine, il y a l'histoire de la mécanique. Normalement, c'est la faculté la plus importante. C'est le moment de... C'est la mère des autres sciences. La mère des autres, il faut qu'on la valorise. Il est même possible que les autres années, que le festival se tienne à l'intérieur de cette faculté, et vraiment pour faire jouer à la faculté son rôle de premier plan dans le pays. Merci Tiene Mohamed. Vous avez le mot de la conclusion. Je voudrais conclure avec cette citation de Cheikh Anta Diop qui disait « Je vois en chaque jeune Africain susceptible de recevoir une éducation, un bâtisseur de nation, et c'est ce bâtisseur qui sommeille en nous, de nous que notre éducation doit réveiller. » Donc c'est dire que c'est le but du festival historique du Manding. Revivre l'histoire de l'Afrique. Inviter les jeunes à venir connaître, à venir savoir davantage sur leur histoire. J'invite donc mes camarades jeunes, qu'ils soient maliens, qu'ils soient burkinabés, qu'ils soient ivoiriens, à nous rejoindre à Sibi, à rejoindre Tchikendia Fakoli et toute son équipe à Sibi, les 22, 23 et 24, pour revivre notre histoire. Très bien, le message est passé. Donc, jeunes Africains, allez aux sources pour connaître votre histoire, car une jeunesse sans histoire est une jeunesse sans âme. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en notre compagnie. Tout à l'heure, Afrique Soir. À la semaine prochaine.